c'est parti pour ce petit webinaire psychologie, mieux en tenir compte pour augmenter l'impact des ateliers de sensibilisation et accélérer leur déploiement. Donc, je vous propose un petit brise-glace. Ça permettra aussi aux derniers retardataires d'arriver tranquillement. Comme premier brise-glace, je vous propose de répondre à ce petit sondage. Quels ateliers de sensibilisation animez-vous? Et comme ça permettra de savoir un petit peu qui est présent aujourd'hui. Donc, c'est parti. Normalement, vous devez voir la question s'afficher. Donc, je n'ai pas pu mettre tous les ateliers, puisqu'il y en a à peu près 70 ou voire 100 selon les décomptes. Mais voilà, j'en ai quand même mis un certain nombre. Et j'ai mis l'option autre, un ou des autres, au cas où vous animeriez d'autres ateliers. Hop. Encore quelques secondes. Tout le monde a pu répondre. Donc, la réponse. Hop. Donc là, vous devez les voir. Alors, on a 88% d'animateurs de la fresque du climat, 32% d'automne, petite vingtaine de pourcents fresque du numérique, 32% fresque de la biodive, 15% nouveaux récits, 15% inventons nos vies bas carbone, 11% la fresque de la résistance écologique et 36% d'autres ateliers. Alors, un deuxième petit brise-glace proposé, question brise-glace, c'est: avez-vous vu la fresque conf tenir compte du facteur humain, un moyen d'accélérer la diffusion de la fresque du climat et augmenter son impact? Pareil, je vous propose une deuxième petite question. C'est parti. Donc, répondre oui ou non à cette question. Est-ce que vous avez vu ou pas cette fresque conf? Ok, donc là, je pense que c'est à peu près bon. Donc, hop, moi, je vois à peu près, il y a un cinquième, à peu près, un 20% qui l'ont vu. Donc, pour info, si ça vous intéresse, notamment parce qu'en fait, là, moi, j'ai fait un peu, c'est un peu l'épisode 2. Donc, je ne reviendrai pas sur ce qui a été vu dans la première fresque conf. Si vous voulez la retrouver, vous pouvez donc aller sur ce site, donc sur mon site internet où il y a une section ressources. Et dans la section ressources, vous pourrez retrouver cette petite conf. Et comme ça sera complémentaire à ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais comme ça, rassurez-vous, ceux qui l'ont vu, à peu près un cinquième qui l'a vu, on ne va pas revenir sur ce que vous avez vu. Donc, si maintenant on retourne sur les slides, il y a un troisième petit brise-glace, c'est: quelles sont vos attentes pour ce webinaire? Et là, pour le coup, vous pouvez écrire de manière libre dans le chat. Donc, merci à Alexandre qui m'a fait remarquer qu'effectivement, je n'étais pas en partage d'écran. Donc là, vous pouvez écrire dans le chat, voilà, si vous avez des attentes. Si vous n'en avez pas, c'est totalement OK. C'est juste, moi, ça me permet de savoir un peu, finalement, avec quoi vous venez ce soir. Hop. Alors. Quelqu'un indique: mieux comprendre les biais cognitifs pour adapter au mieux notre animation de la fresque. Avoir un maximum d'impact quand on fresque, pour embarquer le plus possible, tous. Donner plus d'impact à mes ateliers, mieux comprendre les biais cognitifs pour adapter au mieux notre animation de la fresque. Découvrir comment être plus impactant dans des ateliers de sensibilisation et accompagner l'action de manière plus efficace. Améliorer la posture de facilitateur. La suite de la première, la psy pour les nuls version 2, un maximum d'impact. Améliorer mes débriefs d'ateliers plus intervention dans le cadre pro. Passer un bon moment. Mieux animer. Comment venir d'être conscient envers l'action, voir le lien entre la fresque et les ateliers que j'anime. Curiosité, préparer ma fresque de demain, comment gérer les émotions de tristesse des participants pendant une fresque, mettre en mouvement, mieux animer, mon design d'animation de fresque, améliorer mes techniques d'animation. Ok, super, écoutez, ça fait plein de belles intentions et j'ai bon espoir que du coup, je vais pouvoir répondre à un certain nombre de vos intentions. En tout cas, après, il y aura les petits temps de questions et d'échanges, on va dire, libres à la fin, donc si je n'ai pas répondu à certaines.
de vos attentes. Donc, je vais commencer par me présenter succinctement en me basant sur le cercle d'or de Simone Sinek. Donc ça, par exemple, ce cercle d'or, je l'ai présenté dans l'épisode 1, la première fresque conf. C'est une manière impactante de se présenter. Donc, l'idée, c'est qu'on commence toujours par son pourquoi. Donc, moi, mon pourquoi, c'est quoi? C'est ma raison d'être professionnelle et de contribuer à accélérer la transition écologique et solidaire. Mon comment, c'est agir sur le facteur humain et organisationnel de la transition en augmentant le pouvoir d'agir des minorités agissantes, c'est-à-dire en gros les pionnières et les pionniers, les premières personnes à bouger où qu'elles se trouvent. Et mon quoi, concrètement, comment je fais ça? Globalement, un tiers de mon temps, j'anime des ateliers d'intelligence collective et je dispense des formations, notamment à la fresque du climat et à la fresque des nouveaux récits. Un tiers, je fais des bilans de compétences et des coachings pour des personnes qui ont pris conscience des limites de notre système et qui veulent se réaligner, puisque le travail, ça sert à façonner le monde dans lequel on vit. Et puis, le troisième tiers, c'est que comme j'ai la conviction que ce qu'on doit faire collectivement, c'est une révolution aussi profonde que la révolution industrielle, j'ai la conviction que le monde va se transformer extrêmement rapidement et que du coup, c'est important de se former un peu tout le temps. Et donc, c'est dans ce cadre-là notamment que je suis un cursus en psychologie. Et donc, finalement, ça teinte pas mal mon parcours de fresqueur, tout ce cursus en psychologie. Et cette année, par exemple, je suis en master de psychologie sociale, où je rédige notamment un mémoire sur la dimension psychologique des enjeux écologiques. Donc, quelle est mon intention avec ce webinaire? En fait, c'est vraiment, moi, ce que j'apprécie beaucoup dans cette communauté de la fresque du climat et tous les ateliers assimilés, c'est vraiment ce côté entraide, partage et grandir ensemble. Et donc, moi, quelque part, c'est juste de vous partager tout ce que j'ai appris et j'ai beaucoup évolué depuis le précédent épisode. Et donc, je veux juste vous partager un petit peu, voilà, que ce soit dans le cadre des deux COP, enfin de la COP 27 à laquelle j'ai participé, ou de la mission d'une quarantaine de jours que j'ai fait chez EDF, ou d'autres ateliers ou d'échanges que j'ai eu avec d'autres fresqueurs. J'ai beaucoup appris et donc c'est un peu ça que je vais vous partager. Donc au niveau pour rendre le webinaire le plus interactif possible, je vais vous proposer deux modes d'interaction, soit le chat, comme on l'a fait tout à l'heure. Donc il y aura ce petit symbole-là, quand l'idée, ce sera de répondre dans le chat, soit sous forme de sondage, comme vous l'avez déjà fait aussi, et dans ce cadre-là, ce sera ce petit logo. Voilà, et pour les retardataires, je le redis, il y aura un temps d'échange libre à la fin du webinaire, mais sans ça, l'interaction se fera essentiellement via le sondage et le chat. Alors, au niveau du déroulé, l'idée, c'est qu'on va commencer par une première partie. En fait, j'ai repris la structure de l'épisode 1, comme ça aidera ceux qui l'ont déjà vu à se retrouver. Et donc, l'idée, ça va être d'abord de s'intéresser comment on peut accélérer la diffusion des ateliers de sensibilisation. Donc là, l'idée, c'est que je vais mettre en lumière un certain nombre d'éléments qui sont importants à avoir en tête, que ce soit pour la fresque du climat, mais pour tous les autres ateliers du même type, à savoir des ateliers où finalement on peut devenir assez facilement animateur de l'atelier. Il suffit de participer à l'atelier, puis de suivre une formation assez courte. Et puis c'est parti. Donc c'est un peu des grands principes. Et après ça, il y aura une deuxième partie qui sera sur vraiment augmenter l'impact de ces ateliers de sensibilisation, où pareil, je vous transmettrai un certain nombre d'éléments tirés notamment de la psychologie et des sciences humaines et sociales. Alors, et donc je le redis, un temps d'échange est prévu à la fin du webinaire avec micro ouvert. Alors, concernant du coup la partie 1, accélérer la diffusion des ateliers de sensibilisation grâce à une meilleure prise en compte de la dimension psychologique. À votre avis, donc là, vous pouvez répondre dans le chat, quelle est la différence entre un animateur novice et un animateur expérimenté? Donc, je vous laisse écrire dans le chat. La confiance, l'expérience, la conscience de soi, l'adaptation au groupe, ne pas être déstabilisé, l'adaptation à son public, l'écoute active, la posture, la juste posture, donc la posture, ça revient pas mal, la maîtrise du sujet, faire émaner les connaissances, l'intelligence collective, comprendre le groupe, plus d'attention aux parties débrief. Ouais, alors moi, globalement, je suis d'accord avec vous. Mais si je devais vraiment résumer en une phrase, pour moi, c'est l'expérience que j'ai, c'est que c'est vraiment la question de l'intention. Je m'explique. Voilà, c'est avec cette petite phrase qui dit « Celui qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre ». Moi, j'ai vraiment l'impression que globalement, au début, quand on commence à animer des ateliers,
on pense que juste si on déroule mécaniquement un atelier de sensibilisation, l'impact sera là. Et en fait, plus on anime, plus on se rend compte qu'effectivement, selon les publics, finalement, il faut être capable un petit peu de s'adapter à son public, que ce soit dans sa posture ou dans son contenu, entre guillemets. Et du coup, c'est hyper important d'être au clair avant même de lancer son animation, de débuter son animation. Quelle est mon intention? Et donc, par rapport à ça, en fait, moi, j'ai appris lors de mon expérience d'une quarantaine de jours chez EDF, donc ça, c'est le contexte que finalement, les ateliers fresques, leur diffusion est comparable à celle d'un virus. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu parler de ça. Le contexte, moi, je l'ai appris quand? Je l'ai appris très récemment, puisque j'ai fait cette mission entre novembre 2022 et février 2023, une mission d'une quarantaine de jours, où ma mission, c'était de contribuer à accélérer le déploiement de la fresque du climat en prenant mieux en compte la dimension psychologique de l'atelier, puisque globalement, EDF est à 60 000 participants sur 165 000, donc ils sont à peu près à un tiers de l'ensemble du groupe, et ils ont à peu près 1600 animateurs. Et donc là, l'idée, c'est, voilà, ils constatent un petit ralentissement, et donc c'est comment on fait finalement pour réaccélérer, ou en tout cas pour créer les conditions pour que le déploiement puisse continuer dans de bonnes conditions. Et donc, moi, c'est dans ce cadre-là que j'ai échangé avec Alexandre Michon. Et Alexandre Michon m'a fait part d'une analyse qu'il avait menée. Et il s'est rendu compte qu'en fait, dans toute organisation humaine, donc que ce soit une entreprise, une collectivité territoriale, une administration publique, la vitesse de diffusion de la fresque, du climat, mais c'est pareil pour d'autres ateliers du même type, va dépendre de 4 facteurs de viralité. Et donc là, je vous propose du coup une petite question dans le chat. À votre avis, si vous deviez réfléchir un petit peu là comme ça, c'est quoi le premier facteur de viralité? Qu'est-ce qui fait qu'un atelier type fresque, on peut assez facilement devenir animateur ou animatrice, va se diffuser plus ou moins rapidement dans une organisation humaine? Donc, je vous laisse le mettre dans le chat. Le bouche à oreille, le nombre d'animateurs, la diversité des profils, le bouche à oreille, le R, donc là, il y a une référence que je n'ai pas, la contagion, l'envie de faire, la simplicité de l'atelier, l'énergie et les émotions, retour positif des participants, l'enthousiasme. Alors, en fait, taux de conversion, voilà, là, on se rapproche. Alors, le premier facteur, donc si on les déroule un peu d'un point de vue chronologique, c'est le nombre moyen de vocations potentielles par atelier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en gros, pour chaque atelier qui est animé, par exemple, si j'anime un atelier pour 15 participants, à la fin de l'atelier, combien de participants veulent effectivement devenir animatrices ou animateurs? Donc ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les vocations potentielles. On se rend bien compte que si, en moyenne, sur les 30, voilà, il y a 35 000 animateurs dans la communauté, si pour chaque atelier animé, il y a en moyenne 2 personnes qui veulent devenir animatrices ou animateurs sur 15, pas, la fresque ne va pas se déployer aussi vite que s'il y en avait 5, 7, 10, enfin voilà. Entre guillemets, c'est vraiment la valeur de ce chiffre qui va déterminer la vitesse de diffusion de la fresque, ou de tonnes, ou d'autres ateliers du même type. Et donc là, finalement, quelles conséquences on peut en tirer? C'est que de nouveau, c'est hyper important de mettre l'accent sur l'intention de l'animateur ou de l'animatrice. Typiquement, on peut avoir plein d'intentions quand on anime la fresque, mais on peut se dire qu'à minima, on pourrait tous avoir cette intention. Après, ça dépend des contextes. Il y a des contextes où on sait qu'il y a des personnes qui ne prendront pas le temps d'aller se former, des dirigeants d'entreprise, par exemple. Mais globalement, on peut se dire que c'est à minima une des intentions qu'on pourrait avoir. Et on pourrait comparer du coup l'animation d'animateurs qui sont conscients de ce facteur et d'autres qui ne le seraient pas. Et la personne qui serait consciente, finalement, peut-être qu'en introduction, elle témoignerait du fait qu'elle n'est pas experte du sujet. Comme ça permettrait d'abaisser la marche que représente finalement l'animation de cet atelier. Et peut-être qu'en conclusion, elle partagerait sur à quel point la fresque a contribué à changer sa vie, lui a permis de grandir, lui a permis d'apprendre, lui a permis de rencontrer plein de gens super. Enfin, voilà, on voit que finalement, si elle a cette intention en tête, elle va poser des gestes consciemment et inconsciemment qui vont servir cette intention. Donc maintenant qu'on a vu ce premier facteur de viralité, à votre avis, c'est quoi le deuxième facteur de viralité? Alors, hop. Pareil, vous pouvez répondre dans le chat. Donc là, la facilité à se saisir, donc devenir animateur. Ceux qui s'inscrivent pour de vrai. Alors, en fonction de si ça a l'air sympa et épanouissant, la communauté, disponibilité des formations, clarté, la vitesse, la qualité de la formation,
taux conversion animateur à animateur qui anime. C'est exactement ça. C'est que ce n'est pas le tout de créer des vocations potentielles. Encore faut-il que ces vocations deviennent effectives. Donc, c'est en fait, là, sur les 35 000, il est possible que finalement, il n'y ait qu'une partie des 35 000 animateurs qui ait déjà animé des animations, des ateliers. Autrement dit, ce n'est pas le tout de former des gens. Encore faut-il, dans sa formation, créer les conditions pour que les gens, par exemple, se sentent légitimes à animer. Donc ça, pareil, finalement, si on rend visible à l'ensemble des formateurs, donc par exemple pour la fresque du climat, les ceintures vertes, pour d'autres ateliers, on va dire que c'est d'autres modes de fonctionnement, mais à ces formateurs, on voit que ces personnes-là, ils vont se dire, en fait, moi, mon intention, quand je forme, c'est vraiment d'abaisser cette première marche de l'animation, parce que si la personne ne se sent pas légitime pour animer, en fait, c'est la fin de l'histoire. Pour elle, c'est fini, son aventure avec la fresque, elle s'arrête là. Sa vocation restera potentielle, elle ne sera jamais effective. Et donc, en fait, ça change énormément de choses parce que pareil, si pour une formation où j'ai, 15 personnes, à la fin, j'en ai 5 qui animent, ou si j'en ai 10, ou si j'en ai, dans le meilleur des cas, 15, on voit bien que pareil, la fresque ne va pas se diffuser de la même manière. Donc, à votre avis, maintenant, le troisième facteur de viralité. Pareil, vous pouvez écrire dans le chat. Donc, premier, c'était vocation potentielle. Le deuxième, c'est vocation effective. Le troisième, à votre avis? Alors là, il y en a un certain nombre qui commencent presque à aller sur le quatrième facteur. Ouais. Un certain nombre d'entre vous, vous allez directement sur le quatrième facteur. Le troisième, c'est le nombre moyen de participants par atelier. Autrement dit, par exemple, si on prend de nouveau le cas de la fresque du climat, mais c'est pareil pour d'autres ateliers, si par exemple, j'ai des animateurs qui se sentent légitimes ou des animatrices qui se sentent légitimes juste pour animer une table, on voit bien que finalement, entre guillemets, mon atelier ne va pas se diffuser aussi rapidement que s'ils se sentent légitimes pour animer 2 tables. Et donc ça, pareil, si finalement on en prend conscience collectivement, on le rend visible, on voit bien que pareil, le formateur, il doit avoir cette intention quand il forme à l'animation. Et du coup, il doit, entre guillemets, pendant sa formation, expliquer à quel point finalement animer 1 ou 2 tables, c'est quasiment pareil. Voilà, il doit vraiment en parler dans son animation. Sans ça, il y a des chances que les animateurs restent un peu avec un plafond de verre et se disent, en fait, je ne suis pas capable d'animer plus qu'une table. Et donc, c'est important d'avoir bien ça en tête quand on forme à l'animation des personnes qui vont devenir des animatrices ou des animateurs. Et donc, le quatrième facteur de viralité, voilà, j'ai vu un peu les réponses. Ouais, c'est ça. L'assiduité, c'est le fait que les animateurs continuent à animer dans la durée. En gros, c'est la durée moyenne pendant laquelle un animateur va rester en activité. Autrement dit, au bout de combien de temps il perd sa motivation à animer des ateliers? Et là, globalement, c'est là où c'est important. Là, j'ai presque envie de dire, là, l'intention, elle doit être portée par l'organisation qui porte le projet. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, je vais revenir dans un instant, mais c'est que globalement, l'organisation, elle doit créer les conditions pour que les animatrices et animateurs, en fait, puissent grandir avec leur atelier et puissent finalement ne pas se démotiver. Parce que globalement, c'est un des principes de la motivation. On a tendance à faire quelque chose qui nous apporte satisfaction. Donc, si ça cesse de nous apporter satisfaction, on finit par arrêter de le faire. Et donc, moi, j'ai même une petite anecdote. Moi, j'ai été dans des organisations où du coup, comme ils observaient une démotivation parfois assez rapide de leurs animatrices ou animateurs, ils avaient développé, entre guillemets, ils avaient rationalisé, ils avaient développé une interprétation en disant, mais en fait, c'est normal de finir par se démotiver d'animer, par exemple, la fresque du climat, puisque finalement, la fresque du climat, c'est la première marche, et après, on va faire d'autres choses. Et donc, moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, c'est vraiment une marche qui permet d'accélérer sa transformation, son engagement. Mais potentiellement, je connais plein d'animateurs ou d'animatrices qui n'ont jamais arrêté d'être motivés et qui en sont à 100, 150 animations, voire plus. Et le point commun, pour moi, il y a 2 choses. C'est que justement, donc moi, je parle un peu de 2 phases dans l'évolution de tout animateur ou d'animatrice. C'est le passage de la standardisation à l'artisanat. Qu'est-ce que je veux dire par là?
c'est que globalement, au départ, quand on anime l'atelier, c'est normal, il faut se faire la main. Donc, on a un atelier qui est standardisé. Mais globalement, si on faisait toujours un copier-coller de son atelier, en fait, il y a assez peu d'êtres humains qui sont motivés par le fait de répéter toujours la même chose. Et donc, si finalement, on ne passe pas dans cette deuxième séquence, après quelques animations qui est plus artisanale, où finalement, on va entre guillemets, s'approprier l'atelier, y imprimer sa marque, et bien du coup, en fait, on va cesser d'animer, alors que voilà, quand on voit qu'on grandit avec son atelier, moi, par exemple, à titre personnel, je change globalement ma manière d'animer l'atelier toutes les 5 à 10 animations. Et donc c'est pour ça que je suis à plus de 150 animations et que je ne me démotive absolument pas. Et que je dirais même que mon plaisir est croissant quand j'anime, parce que mon impact est croissant. Et comment est-ce que je sais que mon impact augmente? C'est notamment une autre petite astuce, c'est de recommander aux animatrices et animateurs de toujours finir l'atelier en demandant aux participants en fait, de dire un peu leur état d'esprit là, à la fin de l'atelier. En un mot, ça a 2 vertus. La première, c'est que ça permet d'ancrer l'expérience. Donc, ça leur permet de revenir sur une expérience qui a été riche. Et la deuxième, c'est que ça permet, vous, d'avoir un retour sur l'impact que vous avez eu. Et donc, moi, généralement, je le vois bien quand je fais ça et qu'on me dit l'espoir, la mise en mouvement, l'action. En fait, c'est comme si ma jauge de motivation, d'énergie, remontait à bloc. Et donc, ça, de nouveau, je le redis, c'est-à-dire que si les gens ont l'impression qu'ils plombent les gens, les animatrices et animateurs, c'est assez normal qu'ils se démotivent assez rapidement parce qu'il y a assez peu d'êtres humains qui aiment plomber d'autres êtres humains. Et donc, par rapport à ça, finalement, pour revenir sur ça, globalement, le déploiement au sein d'une organisation humaine d'un atelier de sensibilisation, type fresque, donc 2 tonnes, c'est pareil, INVBC, c'est pareil, fresque de la renaissance écologique, c'est pareil. Ça dépend de 4 facteurs. D'abord, voilà, comme on l'a dit, c'est les nombres de vocations potentielles. Donc, c'est pour chaque animation atelier, combien de participants vont se sentir suffisamment à la fois intéressés et légitimes pour se former à l'animation. Ensuite, c'est le nombre moyen de vocations effectives. Donc, c'est parmi les gens que je forme, combien passent effectivement la marche que représente la première animation pour rentrer dans l'aventure. Le troisième, c'est est-ce qu'ils se sentent capables d'animer, par exemple, 2 tables, voilà, d'avoir un groupe de 15 participants au lieu de 8. Et puis la dernière, c'est la motivation. Et donc là, c'est créer les conditions pour que les animatrices et les animateurs puissent grandir avec leur atelier pour ne pas avoir l'impression d'être juste des perroquets, mais vraiment que quelque part, ils grandissent avec leur atelier et en même temps qu'ils aient un retour sur ce qu'ils font, donc cette idée de feedback pour avoir satisfaction et avoir envie de continuer d'animer. Alors, petite question introductive. Avez-vous déjà entendu parler du swarm comme moyen de diffuser rapidement la fresque du climat? Donc là, c'est pareil, je vais vous faire un petit sondage. Hop, c'est parti. Donc oui, non, si vous en avez déjà entendu parler. Mais encore une fois, cette idée du swarm pourrait s'appliquer à tous les autres ateliers. Ce n'est pas propre à la fresque du climat. Alors, moi, j'ai à peu près le nombre de réponses. Donc là, si on regarde les réponses, on a à peu près un tiers qui a entendu parler et 2 tiers qui n'en ont pas entendu parler. Donc, globalement, qu'est-ce que c'est que le swarm? Voilà, moi, je le définis comme ça. On parle de la méthode swarm ou de l'essaim d'abeilles. Donc, c'est notamment dans les principes de l'association à la fresque du climat. Et c'est lié à quoi? C'est lié à l'urgence. C'est-à-dire que comme il faut aller, compte tenu du contexte, aller vite, finalement, l'organisation en mode swarm, en mode essaim d'abeilles, c'est l'organisation qui paraît la plus adaptée. Là où, par exemple, un système pyramidal est beaucoup moins adapté parce que, notamment, il y a qu'une tête en haut et que, du coup, cette tête freine, finalement. C'est le facteur limitant de la diffusion, par exemple, de l'atelier. Et donc, finalement, c'est aussi une manière, la méthode SWARM, de créer les conditions d'un engagement maximal de l'ensemble des membres d'une organisation. Donc, c'est basé sur l'intelligence collective, la coopération, la prise d'initiative. Donc, par exemple, la fresque du climat, c'est pour ça qu'on parle de duocratie. On parle de la règle de 3, enfin, un certain nombre de principes qui ont pour vocation de permettre l'effectivité de cette organisation en mode SWARM. En gros, l'idée de la méthode SWARM, c'est qu'à la différence d'un modèle pyramidal où tout passe par la tête, là, c'est comme s'il y avait une sorte de sagesse de mon essaim d'abeilles où en fait, il y a des mouvements qui vont être synchronisés
alors même qu'entre guillemets, toutes les abeilles ne communiquent pas en permanence entre elles, entre guillemets, ou un essaim d'oiseau, ou enfin… et ben voilà, là l'idée c'est vraiment d'arriver à cette coordination où finalement tout le monde pousse dans la même direction sans avoir besoin d'un système très, très pyramidal. Et donc si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, il y a un TEDx qui a été fait sur ce thème-là. Je vous invite à le regarder si vous avez envie de creuser la question. Et donc par rapport à ça, finalement, moi c'est un peu l'équation que je mets enfin, je l'exprime comme ça. Il y a l'idée de dire que si j'ai une raison d'être du projet clair et appropriable pour une organisation qui développerait, qui diffuserait un atelier de sensibilisation, là, je donne 2 exemples. Par exemple, la fraise du climat, sa raison d'être, c'est de déclencher les bascules nécessaires à la préservation du vivant. On voit que c'est facilement appropriable, c'est clair. Un autre exemple, c'est la fresque des nouveaux récits. Globalement, la raison d'être, c'est de contribuer à l'émergence de l'économie du donut. Donc pour ceux pour qui ça ne parle pas, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais en tout cas, si on connaît l'économie de donut, on comprend, voilà, c'est facilement, voilà, ça tient en une phrase, c'est assez court. Donc, si on a une raison d'être du projet clair et appropriable et que finalement, on a une conscience partagée des 4 facteurs de déploiement, donc ceux qu'on vient d'évoquer, bah, j'ai vraiment la conviction que finalement, ça crée les conditions de l'efficacité du swarm. Puisque là, en fait, on a tous, là, imaginons la fraise du climat, les 35 000, ont ça en tête, ils ont à la fois la raison d'être, donc à quoi on contribue tous, et en même temps, ils ont conscience sur quoi il faut jouer dans tout ce qu'on fait pour accélérer la diffusion de la fresque. Et bien là, clairement, entre guillemets, on n'a pas besoin d'avoir des consignes qui viendraient d'une tête. On peut tous prendre nos initiatives, on peut tous contribuer avec notre singularité sans avoir besoin d'une tête qui nous dirait quoi faire. Donc ça, c'était pour le swarm. Donc là, votre petite question introductive. À votre avis, pourquoi le niveau de conscience sur les désordres écologiques n'est pas plus élevé alors que l'information est ultra disponible? Là, l'exemple que je donne, c'est 20% des Français pensent que le changement climatique est naturel. Moi, j'avais en mémoire que c'était l'ADEME, et là, je l'ai retrouvé dans l'étude Parlons Climat. Donc, vous pouvez mettre dans le chat, à votre avis, pourquoi finalement, alors que l'information est ultra disponible, c'est plombant, pas assez de vulgarisation à cause de ces news, déni. Bah, quand je dis ultra disponible, puisque Harald, tu as l'air de… Bah, globalement, il suffit de taper sur Internet. On va dire que ce n'est pas un secret bien gardé, le déni. Je ne dis pas que ce n'est pas noyé dans plein d'informations, mais en tout cas, elle est disponible. On parle peu et mal, la puissance du déni, anxiogène, information trop morcelée, surinformation, infobésité, ça, un clin d'œil à une des cartes de la fraise des nouveaux récits, lié au biais cognitif, trop complexe pour retenir, autruche, cela fait peur, pas vécu des conséquences dans sa chair. Ouais, alors globalement, moi l'explication rapide, c'est notamment via ce que quelqu'un a évoqué, ça on en parle un peu dans la fresque de nos récits, c'est le biais d'exposition sélective. Donc, qu'est-ce que c'est que… déjà, donc, le biais d'exposition sélective, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? Globalement, moi, je l'explique en une phrase, c'est de dire que c'est un raccourci de la pensée. Ça permet d'avoir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts, puisque notre cerveau cherche en permanence à optimiser sa consommation d'énergie. Et donc, la plupart du temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un biais cognitif nous sert, nous apporte… En fait, si ça nous desservait, ça fait un moment qu'on n'en aurait plus. Mais en certaines circonstances, ça nous dessert. Et donc là, si on prend l'exemple du biais d'exposition sélective, qui est un biais cognitif parmi d'autres, il y en a une cinquantaine, enfin il y en a énormément. En fait, c'est quoi le biais d'exposition sélective? C'est un biais qui va faire en sorte qu'on va concentrer notre attention sur les informations qui confirment ce qu'on croit déjà. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, si je suis climato-sceptique, par exemple, j'aurais beau voir, par exemple, à la télé ou dans des publicités ou dans des personnes qui se baladeraient dans la rue, qui m'enverraient un message comme quoi le dérèglement climatique à la fois existe et d'origine humaine, et bien en fait, mon attention va regarder ailleurs, entre guillemets. C'est un peu moi je dis la phrase de Chirac, notre maison brûle et nous regardons ailleurs, finalement, c'est un peu ce biais d'exposition sélective généralisée. C'est-à-dire qu'on regarde tous ailleurs. Et donc, on va voir dans un instant pourquoi est-ce que finalement on regarde ailleurs.
En tout cas, l'intérêt du biais d'exposition sélective, c'est que la plupart du temps, mettez-vous à la place d'un être humain qui n'aurait pas ce biais d'exposition sélective, ça veut dire que potentiellement, il changerait sa vision du monde tous les matins. Et si vous changez votre vision du monde tous les matins, potentiellement, c'est un peu épuisant. Et donc, voilà, on voit bien que ça nous sert. Là, pourquoi finalement il y a ce biais d'exposition qui s'applique sur les désordres écologiques, on va dire globalement le franchissement des limites planétaires. Il y a plein de raisons, mais il y en a notamment celle-ci que moi j'ai pu identifier. C'est l'idée de dire que souvent les gens, quand ils s'y exposent, ils ont l'impression d'être à la fois impuissants et que c'est foutu. Or, le fait de se sentir impuissant et avoir l'impression que le futur est fermé, c'est notamment les ingrédients de la dépression, si je schématise. Quelqu'un de dépressif, il a tendance à voir tout en noir et il a l'impression qu'il est capable de rien faire. Et comme globalement, on n'est pas fait en tant qu'être humain pour être en dépression, c'est assez normal que si on me place dans cette situation-là où j'ai l'impression que c'est foutu et que je ne peux rien faire, je vais avoir des mécanismes de défense, type le déni par exemple, pour préserver ma santé mentale. Donc globalement, il y a cette idée que les gens, d'un point de vue collectif, ne s'y exposent pas à ce sujet parce qu'à chaque fois qu'ils s'y exposent, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire et que c'est foutu. D'où l'importance, quand on conçoit un atelier de sensibilisation, d'avoir en tête que finalement, il y a un peu deux phases quand je vais déployer mon atelier. Il y a une première phase où je vais d'abord toucher forcément un public qui s'y expose déjà au sujet, Moi, je prends l'exemple de la fresque des nouveaux récits. On l'a bien vu au début, quand on allait dans des festivals, dans des forums, les gens qui s'arrêtaient à notre stand où il y avait marqué « nouveau récit », pour s'arrêter à un stand où il y a marqué « nouveau récit », il faut que le mot « nouveau récit » résonne. Mais pour que le mot « nouveau récit » résonne, il faut déjà avoir fait un petit chemin. Donc, forcément que ça fait un filtre. Par rapport à ce biais d'exposition sélective, les gens qu'on attirait, c'était des gens qui étaient finalement qui avaient déjà un peu fait un chemin. Et donc là, on va dire pour ces personnes-là qui ont déjà fait un peu de chemin, finalement, la simple vulgarisation de connaissances complexes, ça suffit à générer un bouche à oreille positif. Donc là, l'exemple que je donne, la fresque du climat, clairement, au début, quand on déploie la fresque du climat dans une organisation, dans une ville, dans un pays, en fait, on touche des personnes déjà sensibilisées. Donc, juste la partie carte de la fresque, en fait, génère un bouche à oreille positif parce que les gens sont déjà conscients et ils se disent « mais c'est incroyable, en 1h15, globalement 1h15 de cartes, j'ai mieux compris ce que j'ai mis 4 ans à comprendre, par exemple. » Donc là, le bouche à oreille fonctionne bien. C'est par exemple le début d'un déploiement dans une entreprise. Par contre, dans un deuxième temps, on va chercher des gens qui correspondent plutôt à ce biais d'exposition sélective généralisée. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Et donc là, on va toucher des publics qui s'y exposent peu. Donc ces personnes-là, la simple vulgarisation finalement ne suffit plus. Et c'est là où on peut avoir un bouche à oreille négatif si en fin d'atelier, on laisse les participants avec l'impression que c'est foutu et qu'ils sont impuissants. Et c'est là où on peut avoir les types de réflexions de type « votre atelier, il est plombant ». Et donc ça, entre guillemets, c'est pour ça que finalement, dans une deuxième phase, c'est hyper important d'avoir à la fois un atelier de base standard, standardisé, le premier avec lequel on se lance en tant qu'animateur et animatrice, qui finalement réunit les ingrédients pour qu'à la fin, les participants aient l'impression qu'il y a encore de l'espoir, autrement dit que ce n'est pas foutu, et qu'eux ne sont pas impuissants, autrement dit qu'ils ont du pouvoir d'agir pour contribuer à agir sur ce sujet. Et donc, typiquement, moi, c'est notamment ça que j'ai essayé de faire dans ma mission chez EDF, c'est de contribuer à ce que la formation standardisée permette, parce que là, maintenant, après avoir fait les 60 premiers 1000 salariés, pour aller chercher les 100 000 restants, forcément, c'est des publics de moins en moins, qui font tout pour ne pas s'y exposer. Et donc, c'est hyper important parce que sans ça, même, on renforce ce biais-là. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui a été obligé de faire une fresque du climat et à la fin, finalement, il est plombé, en fait, il va dire « on m'y reprendra plus ». La prochaine fois, dès que j'entends le mot climat, je pars en courant. En gros, il va associer ça et du coup, c'est hyper important d'avoir, en tout cas quand on a une stratégie de déploiement, de tenir compte de ce facteur pour que l'idée, oui, il faut permettre à des nouveaux animatrices et animateurs de se lancer, mais il faut leur donner les moyens de ne pas être démotivés dès la première animation parce que comme ils vont s'exposer à des publics moins sensibilisés, si le feedback à la fin, c'est qu'ils sont plombés, en fait, ils vont s'arrêter d'animer au bout d'1 ou 2 semaines. Donc là, pareil, c'est aussi important de toujours cette intention, c'est-à-dire que si un animateur, son intention, c'est même l'inverse, et qu'il se dit plus je vais plomber la personne, plus ça veut dire que j'aurai la conviction qu'elle a bien compris,
peut-être qu'il y a quelque chose en tout cas à revoir ou en tout cas à s'interroger, puisque potentiellement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle renforce une sorte de traumatisme et la personne voudra encore moins s'y exposer. Et je donne un exemple sur l'importance de l'intention, sur des animateurs qui n'auraient pas forcément conscience de ça. Moi, j'ai observé il y a quelques semaines une fresque du climat et il y avait, c'était un animateur débutant qui commençait. Et en fait, dans la partie 3, il s'est servi d'INVBC. Donc, INVBC, c'est super, sauf que lui, il a sorti INVBC. Et donc, les participants ont commencé à faire un peu avec le… Voilà. Et à la fin, j'ai entendu les participants dire « Non, mais en fait, j'avais raison de ne pas m'exposer à ce sujet-là. Puisqu'en fait, c'est impossible. Tu as vu ce qu'on doit faire ?» Et donc, je suis allé voir la personne qui animait. Je lui ai dit, c'est quoi ton intention avec INVBC? Quel résultat tu veux produire? Et en fait, il n'avait pas d'intention. Et donc là, je rends visible que c'est super, par exemple, de se servir d'INVBC ou d'un autre outil, mais c'est hyper important de savoir pourquoi on s'en sert et dans quelles conditions, justement, typiquement, on peut se dire, parce que si on n'a pas cette intention-là, on ne risque pas de produire le résultat potentiellement voulu, voire on risque même de faire l'inverse, puisque là, avec ce participant-là, il a dit clairement, pour lui, c'est inutile de consacrer du temps de cerveau disponible à un sujet pour lequel il a l'impression que c'est impossible et qu'il ne peut pas y faire grand-chose. Donc, question introductive pour le sujet suivant. Et donc, je précise aussi, donc là, le webinaire est assez riche, mais comme il est enregistré, vous pourrez toujours revoir s'il y a des séquences qui vous intéressent. C'est juste que voilà, j'ai passé une dizaine d'heures et par rapport à mon agenda, je ne pouvais pas faire en plusieurs bouts. C'était un peu maintenant ou si ce n'est jamais, en tout cas dans beaucoup plus longtemps. Donc, je vous propose de lancer le troisième sondage. Alors, est-il efficient de prioriser la sensibilisation des climato-sceptiques, plus généralement des réfractaires pour un sujet? Donc, je lance le sondage. La question, c'est oui, non. Est-ce que selon vous, c'est efficient, c'est-à-dire que ça permet d'avoir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts? Ouais, ok. Là, pour le coup, il y a un consensus assez large. Je dis ça parce que souvent, en tout cas, moi, dans mes débuts à la fresque du climat, j'avais vraiment l'impression que l'objectif des animatrices et animateurs, c'était d'aller chercher les plus climato-sceptiques en se disant que c'était eux qui avaient le plus besoin de faire des fresques. Et en fait, moi, là, maintenant, la conviction que j'ai aujourd'hui, basée sur le fait que l'homme est un animal social, en plus de ça, qu'il est sujet au conflit d'intérêts. Voilà, ça, vous avez peut-être déjà vu passer cette courbe qui justement reflète le fait que l'homme est un animal social, un animal mimétique, où il y a pas mal de choses qui se passent à ce niveau-là, et que la fresque du climat, son objectif, quand elle dit accélérer les bascules nécessaires à la préservation du vivant, c'est accélérer l'atteinte de ce point de bascule social. On voit que le changement se produit très rapidement après. Typiquement, donc si on fait un focus sur les retardataires, donc ce qui correspondrait dans notre sujet aux climato-sceptiques, en fait, il y a deux choses il y a plusieurs choses qui peuvent se jouer, mais c'est notamment cette idée de conflit d'intérêt. Il est difficile de faire comprendre quelque chose à un homme lorsque son salaire dépend précisément du fait qu'il ne le comprenne pas. Sur ça, on peut prendre, pour moi, il y a des conflits d'intérêts qui peuvent être d'ordre financier. Par exemple, c'est quelqu'un qui travaillerait chez Total et qui, en fait, reconnaître, par exemple, que le dérèglement climatique existe et qu'il est d'origine humaine, c'est compliqué après d'aller travailler tous les jours parce que ça veut dire que tous les jours, il contribue finalement à générer de la souffrance ailleurs liée au dérèglement climatique. Mais finalement, le conflit d'intérêt peut être aussi, on va dire, narcissique, identitaire, entre guillemets. Je prends l'exemple d'un pilote d'avion. Un pilote d'avion, si, on va dire, il est à la retraite, on ne peut pas dire qu'il était responsable pendant sa carrière parce qu'il n'avait pas conscience. Mais globalement, même à la retraite, si maintenant il accepte de reconnaître que le dérèglement climatique existe et qu'il est d'origine humaine, ça veut dire que d'un point de vue estime de lui-même, il doit reconnaître que pendant 40 ans, il pouvait difficilement plus contribuer à titre individuel à déréguler le climat. Et donc ça, c'est très compliqué d'un point de vue psychologique. Donc c'est pour ça, voilà, les conflits d'intérêts peuvent être d'ordre financier, symbolique, d'estime de soi. Mais l'autre idée aussi, c'est que chez un être humain, être rejeté d'un groupe, ça active les mêmes zones du cerveau que lorsqu'on est battu physiquement. C'est assez normal parce que pendant des centaines de milliers d'années, voire un peu plus, ce qui a fait qu'on a autant prospéré, c'est notre capacité à coopérer entre nous, à nous mettre en relation, en réseau. Et donc, finalement, si on prend le cas d'un retardataire, donc un climato-sceptique, il a deux options devant lui. Soit il garde sa croyance selon laquelle le dérèglement climatique soit n'existe pas,
soit, on va dire, est d'origine naturelle, mais dans ce cas, il garde son groupe, soit, il change de croyance, mais dans ce cas, il perd son groupe. Tant qu'on va dire qu'il n'y a pas une question, vitale à court terme, a priori, comme être rejeté d'un groupe, ça a activé la même zone du cerveau qu'être battu physiquement, on voit que c'est quand même très compliqué pour cette personne-là. Par exemple, imaginons, elle fait une fresque du climat parce qu'elle est dans une entreprise qui l'a, entre guillemets, invité à la faire, à faire sa fresque en tant que salarié. Bah, voilà, s'il a encore son réseau d'amis, et cetera, à la fin de la fresque, il va plutôt opter pour des voies type, rationalisation, déni. Il va aller chercher il va sélectionner les informations qui vont lui permettre de rétablir l'équilibre cognitif, on va dire. Et donc, voilà, c'était juste pour éclairer que finalement, bah, ces personnages, d'après la courbe du changement, ils changeront à la fin. Et donc, c'est peut-être, d'un point de vue stratégique, bah, voilà, plutôt mieux d'attendre plus tard et se concentrer sur les personnes qui sont un peu plus proches de la courbe, entre guillemets, plus proches du point de bascule. Donc voilà, c'était juste cette question de ciblage pour être efficient. Alors, autre question, à votre avis, qu'est-ce qui favorise la satisfaction, l'engagement et protège de l'épuisement les personnes engagées dans un projet de diffusion d'un atelier de sensibilisation? Donc là, pareil, vous pouvez le mettre dans le chat. Hop. À votre avis, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui peut favoriser la communauté, se sentir utile, la sensation d'utilité, le care à niveau systémique de l'organisation, le partage, le fait d'être ensemble, avoir des retours positifs, voir que ça avance, l'action, entourer, le plaisir de partager, le collectif, le partage, feedback. Ouais. Alors, moi, globalement, là, tous les éléments que vous dites, je suis convaincu que c'est extrêmement utile et notamment, ça résonne avec pas mal des choses que j'ai creusées dans le cadre de mon mémoire sur l'éco-anxiété, enfin, sur la dimension psychologique de ces enjeux, notamment l'éco-anxiété. Mais en gros, c'était surtout pour vous amener cette idée-là parce que je trouve qu'elle est importante et toutes les organisations qui diffusent ces ateliers-là, je pense que peut-être qu'elles sont déjà la plupart au courant, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose à avoir en tête quand on développe ce type d'initiative. C'est l'idée de justice organisationnelle. Donc ça, c'est un concept que j'ai découvert dans mes cours de psychologie sociale du travail, des organisations. En fait, c'est crucial pour préserver un engagement harmonieux. Donc, ce qui compte, c'est bien la perception subjective de cette justice organisationnelle. Ce n'est pas dans l'absolu est-ce que c'est juste ou pas, mais c'est vraiment est-ce que subjectivement, j'ai l'impression que l'organisation est juste. Et donc, il y a 4 dimensions à prendre en compte pour cultiver un haut niveau de justice organisationnelle. La première, c'est la justice distributive. Donc, ça résulte de la comparaison de la personne engagée entre d'un côté ce qu'elle reçoit et de l'autre ses efforts et sa performance, entre guillemets, ce qu'elle fournit comme effort. Première dimension. La deuxième dimension, c'est la justice procédurale. Donc ça résulte de la comparaison de la personne engagée entre les procédures choisies par l'organisation et les décisions prises. Donc est-ce qu'elle elle trouve que la façon de procéder est juste. La troisième dimension, c'est la justice interpersonnelle. Ça résulte de la perception d'être plus ou moins considéré de manière juste par des membres de l'organisation occupant des postes plus élevés hiérarchiquement ou des membres de la direction. Donc là, par exemple, on pourrait penser aux membres, je ne sais pas si on prend la fresque du climat, ce seraient les membres du conseil d'administration, ce serait le directeur général, ce serait un certain nombre de postes décisionnaires. Et la troisième dimension, c'est la justice informationnelle. Ça renvoie au sentiment de justice d'une personne engagée à l'égard d'explications données par des membres de l'organisation, occupant des postes plus élevés hiérarchiquement ou des membres de la direction quant à des décisions qui sont prises, notamment à son sujet. Donc voilà, globalement, c'était juste de dire finalement, c'est si on veut préserver à long terme à la fois l'engagement, la santé, le bien-être globalement des personnes engagées dans le projet, c'est hyper important d'avoir toujours à cœur cette question de la justice. Voilà, ça peut vous paraître évident, mais c'est parfois avec l'urgence, on a tendance à faire d'autres priorisations et on se rend compte que peut-être qu'à court terme, ça se justifie, mais à long terme, ça fait pas mal de dégâts. Donc, c'est quelque chose finalement un peu une boussole à avoir un peu toujours en tête dans ces décisions.